Mon grand-père m'a toujours mis en garde, ne jamais sortir la nuit près des champs de maïs. Il me le répétait souvent, d'un ton grave, comme une prière qu'il espérait graver dans mon esprit. Quand j'étais enfant, je riais en l'écoutant. Pour moi, ce n'était qu'une superstition de vieil homme, une de ces histoires qu'on raconte pour effrayer les petits et les empêcher de vagabonder après le coucher du soleil. Les champs ne sont pas vides la nuit, disait-il en fixant la fenêtre d'un regard perdu. Ils respirent. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Respirer? Les champs? Chaque fois que je lui posais la question, il se contentait de secouer la tête et de changer de sujet. Les seules explications qu'il donnait étaient des contes étranges, racontés à voix basse au coin du feu. Des ombres qui glissaient entre les rangées de maïs. Des murmures dans le vent. Des espantalos, nos épouvantails, comme il les appelait en portugais, qui ne restaient jamais exactement à la même place au matin. J'avais grandi en haussant les épaules face à ces légendes rurales. Il n'y avait rien d'autre que du vent et des rongeurs dans les champs. J'en étais convaincu. Jusqu'à cette nuit-là. Cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé. Un bruit sourd, étouffé, venu de dehors. J'ai d'abord cru à un animal errant, peut-être un renard ou un raton laveur fouillant la terre entre les plants de maïs. Mais en tendant l'oreille, j'ai entendu autre chose. Un son irrégulier, presque humain. Je me suis levé, l'estomac noué par une sensation étrange, un malaise que je ne pouvais pas expliquer. Poussé par une curiosité stupide, je me suis approché de la fenêtre de ma chambre, qui donnait directement sur le champ. La lune, haute et pâle, projetait une lumière blafarde sur les épis de maïs qui s'étendaient à perte de vue. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Pas de mouvement, pas de bruit. Juste un vent léger qui faisait frissonner les feuilles. Mais alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les épouvantails. Il y en avait 3, plantés au milieu du champ, comme d'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui me mettait mal à l'aise sans que je sache pourquoi. J'ai plissé les yeux. Puis mon cœur a raté un battement. Il n'était pas à la même place que la veille. Je suis resté figé devant la fenêtre, le souffle court. J'essayais de me convaincre que je me trompais, que c'était mon imagination, que les épouvantails avaient toujours été là, exactement à cet endroit. Mais une voix dans ma tête me soufflait le contraire. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal? Après tout, ce n'étaient que des morceaux de bois et de paille habillés de vieux vêtements. Rien de plus. Pourtant, une angoisse sourde me rongeait de l'intérieur. Et puis, il y avait ce bruit. Ce bruit faible, presque imperceptible, mais bien réel. Comme une respiration lointaine, irrégulière, portée par le vent. J'ai dégluti avec peine. Je devais en avoir le cœur net. Enfilant une veste par-dessus mon pyjama, j'ai quitté ma chambre sur la pointe des pieds, priant pour ne pas réveiller mon grand-père. Une fois dehors, l'air nocturne m'a frappé de plein fouet, chargé d'humidité et d'une odeur étrange, un mélange de terre mouillée et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus âcre. J'ai avancé lentement, chaque pas faisant craquer le sol sous mes chaussures. Devant moi, le champ s'étendait comme une mer noire et ondulante. Les tiges de maïs bruissaient légèrement sous la brise nocturne, mais mon regard restait fixé sur les épouvantails. Plus je m'approchais, plus mon malaise grandissait. Puis, à seulement quelques mètres d'eux, j'ai enfin compris ce qui me terrifiait. L'un d'eux venait de bouger. J'ai stoppé net, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. L'épouvantail le plus proche venait de bouger. Pas à cause du vent, non. J'étais sûr de ce que j'avais vu. Son torse s'était soulevé, lentement, comme s'il respirait. L'air autour de moi semblait plus épais, chargé d'une odeur fétide que je n'arrivais pas à identifier. Une odeur de moisi, de chair en décomposition. Mes jambes tremblaient, mais je me suis forcé à avancer. À cette distance, je pouvais voir les détails du tissu déchiré, la paille dépassant des manches, le chapeau enfoncé sur une tête qui, dans l'obscurité, ressemblait à un crâne. Je me suis arrêté à 1 mètre à peine, la gorge nouée, j'ai tendu la main. Sous mes doigts, ce n'était pas de la paille. C'était mou, chaud, humide. Un frisson d'horreur m'a secoué et j'ai arraché ma main comme si j'avais touché du feu. Mon souffle s'accélérait et mes pensées se bousculaient dans ma tête. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas un simple épouvantail. Puis, dans le silence oppressant de la nuit, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang. Un faible gémissement. Je suis resté figé, incapable de bouger. L'épouvantail venait de faire un bruit. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, était coincé à l'intérieur.
Un bruit derrière moi. Un craquement sec. Je me suis retourné d'un coup, le souffle coupé. Mon grand-père se tenait là, à quelques mètres, une lampe de poche dans une main et son vieux fusil dans l'autre. Son visage était livide, mais ses yeux brillaient d'une peur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Recule. Sa voix était rauque, tremblante. Je voulais parler, lui dire ce que j'avais découvert, mais il n'a pas attendu. Il a levé la lampe, projetant un faisceau tremblant sur l'épouvantail que je venais de toucher. C'est là que j'ai vu. Vraiment vu. Sous les haillons, sous la toile sale et les bouts de paille, il y avait de la peau. Une peau humaine, grisâtre, tendue sur un corps rachitique. Une main maigre, aux doigts tordus, dépassait légèrement d'une manche trouée. Puis la tête s'est inclinée, doucement, et un œil s'est entrouvert sous le bord du chapeau de paille. Un œil vitreux. Humain. J'ai senti un hurlement monter dans ma gorge, mais il est resté coincé. Mon corps refusait de bouger. L'épouvantail a gémi à nouveau, un son guttural, plaintif. Il était vivant. Je t'avais dit de ne jamais venir ici la nuit. La voix de mon grand-père était à peine un souffle. Je me suis tourné vers lui, cherchant des réponses, mais son regard était fixé sur les autres épouvantails. Ils avaient bougé. Ils étaient plus proches. Et puis, je les ai entendus. Des respirations. Faibles, mais nombreuses. Un chœur de souffle rauque qui s'élevait autour de nous, venant de chaque silhouette dressée dans le champ. Je voulais courir, fuir, mais mon grand-père m'a attrapé par le bras et m'a tiré en arrière. « Ils ne doivent pas sortir du champ, » a-t-il murmuré. Il a levé son fusil, visant le premier épouvantail. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je ne voulais pas savoir. Tout ce que je savais, c'est que les épouvantails respiraient, et qu'ils nous regardaient. Je suis arrivé à la ferme de mon père un matin brumeux, après des heures de route à travers des champs déserts. L'air sentait l'herbe humide et la terre fraîchement retournée. La maison, une vieille bâtisse en bois sombre, se dressait au milieu d'un paysage silencieux, comme si le temps s'y était arrêté. Dès que j'ai posé mes valises, une sensation étrange m'a envahi. Quelque chose dans l'air semblait lourd, comme si l'endroit retenait un souffle invisible, une présence latente. J'ai balayé la cour du regard et mon attention s'est arrêtée sur une construction en retrait, à quelques dizaines de mètres de la maison. Un vieux hangar en bois, aux planches noircies par le temps, à moitié dissimulé par les hautes herbes. N'approche jamais de ce hangar. La voix de mon père, grave et tranchante, m'a fait sursauter. Il se tenait derrière moi, les bras croisés, le regard dur. « Pourquoi » ai-je demandé en fronçant les sourcils. Il a marqué un silence, puis a lâché d'un ton neutre. Parce qu'il est encore là-dedans. J'ai attendu qu'il développe, mais il est resté silencieux. Son regard s'est perdu un instant vers le hangar avant qu'il ne tourne les talons. Une histoire pour me faire peur, voilà tout. Je n'étais plus un enfant. Je connaissais mon père, un homme pragmatique, pas du genre à raconter des légendes absurdes. Pourtant, en observant la vieille porte du hangar, légèrement de travers, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un frisson. Et cette nuit-là, j'ai entendu quelque chose grincer à l'intérieur. La première nuit à la ferme fut agitée. Allongé dans mon lit, j'écoutais les bruits de la campagne, ce silence lourd ponctué par le vent qui faisait craquer les murs de bois. J'avais toujours aimé l'idée de vivre dans un endroit reculé, loin de l'agitation de la ville. Mais il y avait quelque chose d'étrange ici, une présence intangible qui pesait sur l'air. Puis, au milieu de la nuit, je l'ai entendu. Un bruit faible, mais distinct. Un raclement, comme si quelque chose traînait contre le bois sec du hangar. Je me suis redressé, le cœur battant. Pendant quelques secondes, j'ai essayé de me convaincre que c'était le vent, ou peut-être un animal errant. Mais alors, un autre son est venu briser le silence, des pas. Lents, irréguliers, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait à l'intérieur du hangar. Je suis resté figé dans mon lit, à l'écoute. Les bruits se sont arrêtés aussi soudainement qu'ils avaient commencé. J'ai attendu, tendant l'oreille, mais plus rien. Finalement, je me suis forcé à me rendormir, me répétant que ce n'était rien d'inquiétant. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à peine à percer l'horizon, je suis sorti prendre l'air. L'herbe était encore couverte de rosée, l'air frais emplissant mes poumons. Mais en m'approchant du hangar, mon sang s'est glacé. Sur le sol, dans la poussière accumulée devant la vieille porte en bois, il y avait des empreintes. Grandes, profondes. Elles allaient vers le hangar, mais il n'y en avait pas qui en sortaient. Et c'est là, à travers une fente entre deux planches pourries,
que j'ai vu une ombre bouger à l'intérieur. Je suis resté figé devant le hangar, mon souffle suspendu. L'ombre à l'intérieur avait bougé, furtivement, comme si elle se tapissait dans l'obscurité, consciente de ma présence. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait résonner à travers le bois vermoulu. Je me suis approché lentement, retenant ma respiration. À travers une fissure entre deux planches, j'ai plissé les yeux pour mieux voir. Il faisait sombre là-dedans, mais j'ai distingué quelque chose. Une silhouette voûtée, immobile. Elle semblait respirer, un mouvement à peine perceptible dans l'obscurité. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Avant que je ne puisse réagir, une main lourde s'est posée sur mon épaule. J'ai sursauté et me suis retourné d'un coup, prêt à hurler, mais c'était mon père. Son visage était fermé, son regard dur, presque furieux. « Qu'est-ce que je t'ai dit à propos du hangar » a-t-il grondé d'une voix basse. Je n'ai pas trouvé quoi répondre. J'ai jeté un dernier regard vers l'intérieur, mais l'ombre avait disparu. Mon père m'a attrapé par le bras et m'a forcé à reculer. « N'approche plus jamais d'ici. » Compris? J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Il a verrouillé la porte du hangar avec un cadenas rouillé, comme s'il voulait s'assurer que rien ou personne ne puisse en sortir. Mais alors qu'il me traînait vers la maison, une idée terrifiante me traversa l'esprit. Si quelqu'un était enfermé là-dedans, pourquoi n'y avait-il aucune empreinte sortant du hangar? Et surtout, comment étaient-elles apparues devant la porte? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Allongé dans mon lit, je repassais en boucle les événements de la journée. L'ombre dans le hangar, les empreintes dans la poussière, l'expression de mon père, dure et fermée, comme s'il cachait un secret trop lourd à porter. Le vent soufflait contre les fenêtres, faisant grincer les vieilles planches de la maison. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Peut-être une illusion d'optique, un simple jeu d'ombre, puis, dans l'épaisseur de la nuit, un son me fit ouvrir les yeux. Des pas. Ils venaient du couloir. Des pas lents, lourds, irréguliers. Comme si quelqu'un traînait légèrement une jambe en avançant. Mon cœur s'est mis à cogner violemment dans ma poitrine. J'ai retenu mon souffle, écoutant chaque son avec une attention fébrile. Les pas s'arrêtèrent juste devant ma porte. Et puis, quelqu'un a frappé. 3 coups secs. Je me suis redressé d'un bond, paralysé. « Papa » ai-je murmuré d'une voix tremblante. Aucune réponse. L'ombre sous la porte ne bougeait pas. J'étais incapable de dire si elle était humaine. J'ai tendu la main vers la lampe de chevet. Mais à cet instant, un craquement s'est fait entendre. Le bois du plancher a gémi, comme si celui qui se trouvait derrière la porte venait de reculer. Un silence lourd a envahi la pièce. Puis, très lentement, les pas ont repris, s'éloignant dans le couloir, vers la porte d'entrée. Je me suis levé précipitamment et me suis approché de ma fenêtre, le souffle court. Sous la lumière pâle de la lune, j'ai vu la porte d'entrée de la maison s'ouvrir lentement, en grinçant sur ses gonds. Une silhouette floue, vacillante, s'est engouffrée dehors. Elle retournait vers le hangar. Et ce n'était pas mon père. J'étais pétrifié. Je voulais crier, appeler mon père, mais ma gorge était nouée par la peur. Tout mon corps refusait de bouger. Je regardais cette silhouette vacillante s'éloigner vers le hangar, sa démarche saccadée, comme si elle n'était pas tout à fait humaine. La porte du hangar s'est ouverte dans un grincement lugubre, sans que la silhouette n'ait besoin de la toucher. Elle s'est engouffrée à l'intérieur, disparaissant dans l'obscurité béante. Puis, dans un claquement sourd, la porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté debout devant la fenêtre, tremblant, jusqu'à ce que j'entende des pas précipités derrière moi. Tu l'as vu? Mon père se tenait dans l'encadrement de ma porte, les traits tirés, une vieille carabine serrée dans ses mains. Il n'attendait pas ma réponse. Il savait déjà. Il a poussé un long soupir, puis a murmuré, comme pour lui-même. Il est sorti. Je savais que ça finirait par arriver. Je l'ai regardé, incapable de prononcer un mot. Mon père s'est assis sur le bord de mon lit et a passé une main sur son visage fatigué. Après un long silence, il a enfin parlé. C'était mon frère. Enfin, c'était lui, autrefois. Il a levé les yeux vers moi, son regard hanté par quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Il y a des années, il est revenu de la forêt, changé. Il n'était plus lui-même. Il parlait dans une langue qu'aucun de nous ne comprenait. Il restait debout, immobile, à nous observer la nuit. Et un jour, il a essayé de m'emmener avec lui. Un frisson glacé m'a traversé. On a dû l'enfermer, a poursuivi mon père, la voix tremblante.
Mais on savait que ce n'était qu'une question de temps. Il ne voulait pas rester là-dedans. Il attendait. Il s'est levé, serrant la carabine entre ses doigts. Cette fois, il va essayer de revenir. Et si on ne l'arrête pas, il t'emmènera à sa place. À cet instant, un bruit atroce retentit depuis le hangar. Un hurlement inhumain, suivi d'un coup violent contre la porte en bois. Il était réveillé, et il savait que je l'avais vu. Nous avons acheté la ferme à un prix ridiculement bas. Mon père disait que c'était une aubaine, une chance inespérée pour nous de recommencer ailleurs, loin de la ville bruyante et de ses soucis. Je n'avais pas d'opinion sur la question. Je n'étais ni enthousiaste ni réticent. Je me contentais de suivre, comme toujours. Dès notre arrivée, cependant, quelque chose m'a paru étrange. L'air était lourd, comme s'il pesait plus qu'ailleurs. L'odeur du sol, aussi, était particulière. Une senteur âcre, presque métallique, qui me rappelait celle d'une cave humide restée trop longtemps fermée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la terre elle-même. Elle semblait vivante. Je me suis agenouillé et j'ai enfoncé mes doigts dans le sol. Il était anormalement humide. Pourtant, il n'avait pas plu depuis plusieurs jours, selon les rares voisins que nous avions croisés. Mon père, lui, n'y voyait aucun problème. Une terre fertile, c'est tout, disait-il en souriant. C'est une bonne chose. Les premiers jours, nous nous sommes attelés à nettoyer les champs envahis par les mauvaises herbes. Nous avons redressé la vieille grange, réparé les clôtures et commencé à planter. Tout semblait se passer normalement, mais une sensation désagréable s'insinuait en moi. Chaque fois que je marchais sur cette terre, j'avais l'impression qu'elle s'enfonçait légèrement sous mon poids, comme si elle n'était pas tout à fait solide, comme si quelque chose bougeait sous mes pieds. Au fil des jours, une sensation étrange m'envahissait à chaque pas que je faisais sur la terre. Le sol semblait ne jamais vraiment se stabiliser sous mes pieds, comme si une force invisible luttait contre moi à chaque mouvement. Ce n'était pas juste une impression, c'était tangible. Parfois, je m'arrêtais, me demandant si mes jambes avaient pris l'habitude de trembler. Mais non, c'était le sol lui-même qui bougeait. Les champs n'étaient pas comme ceux que j'avais connus avant. Certains endroits étaient plus détrempés que d'autres, sans raison apparente. D'autres, au contraire, semblaient trop secs, comme si la terre les absorbait tout entière, avalant toute l'humidité. Et puis, il y avait les plantes. Certaines étaient d'une croissance anormale, trop rapide, presque grotesque. Le maïs, par exemple, atteignait des hauteurs que je n'avais jamais vues à cette époque de l'année. Mais il avait l'air malsain, ses tiges trop épaisses, ses feuilles d'un vert terne, presque noires. Les animaux étaient eux aussi perturbés. Nos chiens, d'habitude si joyeux, refusaient de s'aventurer près de certains endroits du champ. Ils se tenaient à distance, les yeux écarquillés, comme s'ils percevaient quelque chose que nous ne pouvions voir. Leurs aboiements étaient de plus en plus rares, et ils s'éteignaient dans des silences angoissants. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, une sensation d'étouffement dans la gorge. Je me suis précipité à l'extérieur, croyant entendre un bruit, un gémissement peut-être, provenant du champ. Mais il n'y avait rien. Rien, à part ce sol humide et mouvant. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et ces questions, je n'arrivais pas à les chasser. Pourquoi cette terre semblait-elle si vivante? C'était une nuit particulièrement calme, presque anormalement silencieuse. Le ciel était couvert, mais l'air était lourd, dense, comme une promesse de pluie qui ne venait jamais. La récolte était presque terminée, et je me trouvais seul dans le champ, éclairé uniquement par la lueur pâle de la lune. Il était tard, trop tard pour travailler, mais quelque chose m'avait poussé à rester. J'étais fatigué, mais une force invisible semblait m'attirer vers cet endroit particulier du champ. En traînant là-haut, mes yeux s'attardèrent sur une parcelle de terre où les racines des plantes étaient plus exposées que d'habitude. Je m'approchai pour examiner la situation de plus près, mais je n'avais pas prévu ce que j'allais y trouver. Au début, ce n'était qu'une forme dure, quelque chose qui n'appartenait pas à la terre. Je pensais d'abord à une grosse pierre, mais en creusant un peu, je vis des morceaux d'os. Des os humains. Le choc me paralysa un instant. Je restai là, les mains tremblantes, la pelle tombée à côté de moi. C'était comme si tout autour de moi avait disparu, et que seul ce sol lourd, m'étouffant, m'envahissait. Je continuai à creuser, comme si quelque chose me poussait à le faire. Des fragments d'ossements sortirent peu à peu, entremêlés avec des racines d'anciennes cultures. Cela ne ressemblait pas à un simple cadavre enterré. C'était plus vieux. Et pourtant,
Il semblait que ces restes n'étaient pas là par hasard. Je laissai tomber la pelle, la sueur perlait sur mon front malgré le froid. Une partie de moi voulait fuir, courir loin de cet endroit, mais l'autre partie me poussait à en savoir plus. La terre autour de ces os semblait étrangement vivante, comme si elle aspirait encore quelque chose, comme si elle n'avait jamais voulu les laisser partir. C'est à ce moment-là que je les entendis. Des voix, des chuchotements faibles, comme des murmures lointains, portés par le vent. Je tendis l'oreille, mais je ne pouvais comprendre un mot. C'était un son inaudible qui se faufilait dans mon esprit et m'inquiétait d'autant plus. Des chuchotements qui semblaient surgir directement du sol, comme si ces voix provenaient des racines même des plantes. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Le sol, la terre, elle semblait m'appeler. Les jours suivants furent une succession d'événements étranges. Les murmures se firent plus fréquents, de plus en plus distincts, comme si quelque chose tentait de percer la barrière de ma conscience. La nuit, lorsque tout semblait tranquille, j'entendais ces voix. Parfois, elles étaient si claires que je me retournais, croyant entendre quelqu'un derrière moi. Mais il n'y avait jamais personne. Juste le vent, ce souffle humide, comme si la terre elle-même respirait. Je commençais à passer des nuits blanches, inquiet, terrifié par ces bruits incessants. Mais ce n'était pas tout. Une nuit, après m'être assoupi à peine, je fus réveillé par un bruit sourd. Il semblait venir du sol, une vibration, un mouvement lent et continu. Je me levai précipitamment et m'approchai du champ, le cœur battant à tout rompre. Le sol, il bougeait, lentement, imperceptiblement, comme si quelque chose en dessous de lui était en train de se déplacer. C'était comme si la terre elle-même avait une vie propre, un souffle lourd qui l'animait. Je n'osais plus m'aventurer seul dans les champs. Pourtant, chaque nuit, je sentais cette présence, cette force palpable qui m'attirait inexorablement vers cet endroit précis où les restes avaient été retrouvés. C'était comme une sorte de prise, une main invisible qui me tirait vers les racines des plantes, comme si elle voulait m'engloutir. À chaque pas, j'avais l'impression de m'enfoncer plus profondément dans un abîme. Les visions commencèrent à hanter mes nuits. Des visages déformés, des silhouettes qui émergeaient lentement du sol. Je voyais des mains, des bras, des visages pâles, tous couverts de terre et de racines, comme si quelque chose tentait de s'extirper de l'intérieur même de la terre. Ces images étaient si réalistes que je me réveillais en criant, trempé de sueur. Mais dès que je fermais les yeux à nouveau, elles revenaient, plus vives, plus claires, plus menaçantes. Le sol, cette terre humide et mouvante, semblait me murmurer à chaque instant, me dire des choses que je ne comprenais pas. Mais je savais une chose, il y avait quelque chose de vivant sous mes pieds, quelque chose qui n'avait pas voulu partir, quelque chose qui m'observait et attendait. Et ce quelque chose ne me lâcherait pas. Un soir, alors que le ciel était d'un noir profond, une brume étrange s'était levée autour de la ferme. Elle enveloppait tout, comme un voile de terreur, rendant l'air épais et presque suffocant. Je n'avais pas prévu de sortir ce soir-là, mais une force irrésistible semblait me pousser dehors. C'était comme si la terre m'appelait, m'invitait à revenir là où tout avait commencé. Je n'étais pas le seul à ressentir cela. Mes parents avaient disparu depuis plusieurs heures, introuvables dans la maison. Il n'y avait que cette présence oppressante. L'atmosphère était lourde, et un bruit sourd se fit entendre, venant du champ. Un bruit qui semblait se rapprocher, grondant sous la surface, comme si la terre elle-même était en train de se soulever. Je courus vers le champ, le cœur battant, les jambes tremblantes. Et c'est là que je le vis. Le sol commençait à se fendre lentement, comme une bouche qui s'ouvre. Un craquement sinistre résonnait dans l'air, et des racines brisées se tordaient dans une danse macabre, formant des motifs grotesques, comme des bras qui tentaient d'attraper tout ce qui passait à portée. Une forme se dessina lentement à l'intérieur du trou qui venait de s'ouvrir dans la terre. Un visage, des yeux vides, noirs, sans fond, me fixait intensément, me transperçant comme si l'âme elle-même était aspirée par ses regards. Je n'avais pas le temps de bouger. Le sol s'était ouvert complètement, révélant un espace béant, une fosse qui semblait n'avoir pas de fin. Et plus je regardais, plus l'envie de m'y aventurer me dévorait, comme si quelque chose m'attirait irrésistiblement vers cette obscurité. À ce moment-là, un cri brisé s'échappa de ma gorge. Il n'était pas humain. Il venait de la terre, des racines, de ces restes humains que j'avais découverts. La terre semblait s'être éveillée, avide de quelque chose, prête à engloutir tout ce qui se trouvait sur son chemin.
Je me retournai et courus aussi vite que je le pouvais vers la maison, mais déjà, je pouvais entendre des bruits derrière moi, des grattements sourds, des chuchotements pressants. La terre m'appelait. Elle me voulait. Elle voulait m'engloutir, me faire disparaître avec elle, comme elle avait fait avec les anciens propriétaires. Je n'ai pas pu récupérer mes parents. J'ai fui. En me retournant une dernière fois, je vis la terre se refermer lentement sur le champ, laissant derrière elle une empreinte indélébile. Je suis parti sans un regard en arrière, mais je savais une chose, la terre vivait. Elle n'avait pas fini. Elle attendait. Je n'ai jamais parlé à personne de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais je sais que la ferme est toujours là, dans le même état, attendant, respirant, prête à engloutir ceux qui osent s'en approcher à nouveau. Ma tante m'a toujours raconté des histoires sur cette ferme. Des histoires de malédictions, de bêtes invisibles et de voix qui chuchotaient aux oreilles des hommes. Je riais. C'était juste du folklore, des récits inventés pour effrayer les enfants et les empêcher d'errer trop loin dans la nuit. Mais maintenant, en y repensant, je me demande si elle n'essayait pas de me prévenir. La ferme appartenait à ma famille depuis des générations. Autrefois prospère, elle n'était plus qu'une terre fatiguée, envahie par les mauvaises herbes et la rouille. Les bâtiments en bois craquaient sous leur propre poids, et les rares bêtes qui nous restaient semblaient nerveuses, comme si elles sentaient quelque chose que nous, humains, étions incapables de percevoir. Ma tante parlait souvent d'un veau fantôme. Elle disait qu'il pleurait dans la nuit, un son plaintif, faible, presque humain, et que ceux qui avaient osé s'approcher du bruit n'étaient jamais revenus tout à fait les mêmes. Mon grand-père, mon oncle, même mon père. Tous, un jour, avaient entendu ce cri. Tous avaient changé après l'avoir suivi. Je n'y croyais pas, mais au fond de moi, il y avait toujours une petite voix qui me disait de ne pas tester le sort. Une légende reste une légende tant qu'on ne cherche pas à la confronter. Alors j'écoutais les histoires de ma tante en souriant, sans jamais poser trop de questions. Jusqu'à cette nuit-là. Cette nuit-là, l'air était lourd, presque étouffant. Aucun vent ne soufflait à travers les champs, et même les insectes semblaient s'être tus, comme s'ils retenaient leur souffle. J'avais du mal à dormir, agité sans raison, tournant et retournant dans mon lit, le drap collé à ma peau par la chaleur. Puis, au milieu de ce silence oppressant, un son brisa l'obscurité. Faible d'abord, à peine un murmure au loin. Un gémissement long, plaintif, fragile comme celui d'un nouveau-né. J'ai tendu l'oreille, figé dans l'obscurité de ma chambre. C'était impossible. Aucun veau n'était né cette année. Le son est revenu, plus clair cette fois. Un bêlement brisé, désespéré, qui me serra la poitrine. Il provenait du vieux corral, juste derrière la grange. J'ai senti un frisson me traverser, un instinct primal me hurlant de ne pas bouger, de rester sous mes couvertures et d'ignorer ce que j'entendais. Mais la logique a pris le dessus. Peut-être qu'un animal s'était égaré, blessé. Un coyote attaquant un veau, un cerf piégé dans les barbelés. Il y avait forcément une explication rationnelle. Je me suis levé doucement, enfilant mes bottes d'un geste lent. Ma main a cherché la lampe torche posée sur la commode. Je l'ai serrée fort, comme si elle était une arme. Une vieille habitude, un réflexe de gamin qui avait grandi dans ces terres isolées. Le cri a résonné à nouveau, plus proche cette fois. Il semblait m'appeler. Un goût métallique m'a envahi la bouche tandis que je posais la main sur la poignée de la porte. Sans même m'en rendre compte, je retenais mon souffle. Puis, d'un pas hésitant, je suis sorti dans la nuit. La nuit était épaisse, presque tangible. La lumière de ma lampe torche découpait des fragments de la ferme, révélant des ombres tremblantes qui semblaient bouger dès que je détournais les yeux. Le cri continuait, irrégulier, brisé, comme un souffle à bout de force. Il venait du corral, un enclos désert depuis des mois, où aucun veau n'aurait dû se trouver. À chaque pas sur l'herbe sèche, un sentiment grandissait en moi, une peur sourde, primitive, celle qui vous prend au ventre quand vous savez que quelque chose ne va pas. Je me suis arrêté juste devant la clôture. L'odeur de terre humide et de bois pourri flottait dans l'air, mélangée à quelque chose d'indéfinissable, une puanteur animale, chaude, rance, avec une pointe métallique. J'ai levé ma lampe, la faisant balayer l'intérieur du corral. Rien, juste la vieille auge, quelques planches effondrées, le sol marqué par des empreintes d'animaux passés depuis longtemps. Pourtant, le cri était là, tout proche. Puis, un bruit de frottement. Un raclement lent sur la terre battue, comme si quelque chose traînait un corps lourd sur le sol.
Mon cœur a raté un battement. J'ai pointé la lampe vers l'origine du son et j'ai vu une masse sombre, allongée sur le sol, à moitié dissimulée derrière un tas de bois. Elle remuait légèrement, tremblante, palpitante, émettant ses gémissements douloureux. Un veau blessé? Non, c'était trop grand, trop informe. J'ai avancé d'un pas, le souffle court. La lumière a glissé sur la chose. Et c'est là que j'ai vu. Ce n'était pas un veau. C'était autre chose. J'ai figé la lampe torche sur la chose, mais une partie de mon esprit refusait de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas un veau, pas un animal. Son corps était tordu, disproportionné, comme s'il avait été formé à partir de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Une peau grise et parcheminée couvrait des membres trop maigres, des os visibles sous une chair tendue. Sa cage thoracique se soulevait difficilement, chaque respiration produisant un son humide, presque sifflant. Puis, lentement, la créature a levé la tête. C'est à ce moment-là que la lampe a éclairé son visage. J'ai eu un haut-le-cœur. Ce n'était pas un museau d'animal. Ce n'était même pas humain. C'étaient des traits vagues, incomplets, comme un masque mal formé. Là où auraient dû se trouver des yeux, il n'y avait que 2 cavités profondes et sombres. Et pourtant, je sentais son regard sur moi. Un son est sorti de sa gorge. Pas un cri, pas un gémissement. Un murmure rauque, irrégulier, comme si ses cordes vocales n'avaient jamais appris à parler. Ah, mon estomac s'est contracté. Ah, docteur, le froid a explosé dans mon dos. Ce n'était pas possible. Non, rien. Il connaissait mon nom. Un spasme a parcouru son corps. Ses bras maigres se sont mis à trembler, ses doigts griffus raclant la terre. Il essayait de se redresser. Et moi, je ne pouvais plus bouger. Mon corps refusait de répondre. C'était comme si un poids invisible m'écrasait la poitrine, m'empêchant de respirer. La créature continuait à murmurer mon nom, chaque syllabe écorchée, distordue, comme si elle l'apprenait pour la première fois. Puis, elle a bougé. Ses membres tordus se sont pliés d'une manière anormale, et dans un sursaut grotesque, elle a avancé d'un mètre d'un seul coup, se rapprochant de moi bien trop vite. Un bruit humide a résonné, comme si sa peau collait au sol en rampant. C'est ce son qui m'a réveillé. J'ai reculé d'un pas précipité, trébuchant presque, et mes jambes ont enfin compris que je devais fuir. J'ai tourné les talons et couru vers la maison, mon cœur battant si fort que j'en avais mal aux côtes. Derrière moi, j'ai entendu le raclement s'accélérer, les gémissements se transformer en une sorte de râle affamé. J'ai atteint la porte de la maison et l'ai claquée derrière moi, verrouillant la serrure de toutes mes forces. Ma respiration était saccadée, et je n'osais pas regarder par la fenêtre. Mais je l'entendais toujours. Un gémissement, juste là, de l'autre côté du mur. Puis, un silence brutal. Je suis resté là, le dos contre la porte, transpirant et tremblant. J'avais peur de bouger, peur d'entendre ce chuchotement encore une fois. Quand l'aube est enfin arrivée, j'ai trouvé ma tante assise à la table de la cuisine, le regard fixé sur moi. Elle savait. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? J'ai simplement hoché la tête, incapable de parler. Elle a soupiré, baissant les yeux. Il t'a trouvé. Son ton était grave, résigné, comme si elle savait que ce n'était que le début. J'ai toujours pensé que les histoires de fantômes n'étaient que des superstitions bonnes à effrayer les enfants. Je n'ai jamais cru aux esprits, ni aux malédictions, et encore moins aux récits morbides que les anciens aimaient raconter au coin du feu. Pourtant, s'il y a bien une nuit où j'ai douté de mes certitudes, c'est celle où j'ai dormi dans cette maison abandonnée. La ferme où je travaillais était immense, entourée de champs qui s'étendaient à perte de vue. Isolée du reste du monde, elle semblait figée dans une autre époque. Les journées y étaient rudes, marquées par la chaleur étouffante et l'odeur de terre humide. Mais ce qui me fascinait le plus, c'était cette vieille maison en plein milieu des terres, un bâtiment de bois délabré, solitaire, oublié du temps. Les ouvriers évitaient de s'en approcher. Certains faisaient même un détour pour ne pas passer devant, et je me souviens de leur regard méfiant quand j'en parlais. D'après eux, cette maison appartenait autrefois au contremaître de la ferme. Un homme austère et silencieux, dont le nom s'était perdu avec les années. La légende disait qu'il avait perdu la raison une nuit d'orage et massacré toute sa famille avant de disparaître dans la forêt. On ne retrouva jamais son corps. Depuis, la maison restait vide, hantée par les âmes de ceux qui y avaient péri. Je n'avais jamais prêté attention à ces histoires. Après tout, ce n'étaient que des contes pour impressionner les nouveaux ouvriers. Non, mais cette nuit-là,
Quand la tempête s'est levée et que je n'ai eu d'autre choix que de chercher refuge dans cette maison maudite, j'ai compris pourquoi personne ne voulait y entrer. La journée avait été longue et épuisante. Le ciel, d'un bleu éclatant le matin, s'était assombri progressivement et une lourdeur inhabituelle pesait sur l'air. J'aurais dû me douter que quelque chose se préparait. Mais comme toujours, je n'y avais pas prêté attention. Ce n'est qu'en voyant les premières gouttes s'écraser lourdement sur la terre sèche que j'ai compris que j'étais dans une mauvaise posture. En quelques minutes, la pluie s'est transformée en un véritable déluge. Le vent s'est mis à souffler avec une violence effrayante, tordant les branches des arbres et soulevant des tourbillons de poussière avant que la boue ne les engloutisse. Je savais que rentrer à la ferme principale à travers les champs détrompés était impossible. Il ne me restait qu'une seule option, la vieille maison abandonnée. Je n'avais jamais franchi son seuil auparavant. Même par curiosité, je m'étais toujours contenté de l'observer de loin, comme tout le monde. Mais à cet instant, le froid me transperçait, mes vêtements étaient trempés et je n'avais plus vraiment le choix. Je me suis mis à courir, luttant contre la boue collante qui alourdissait mes pas. Lorsque j'ai atteint la porte, j'ai hésité. De près, la maison était encore plus sinistre que dans mes souvenirs. Le bois de la façade était noirci par le temps et l'humidité, les volets pendaient de travers, arrachés par les vents successifs. L'endroit dégageait une odeur de pourriture et de bois moisi. J'ai poussé la porte, qui s'est ouverte dans un grincement atroce. À l'intérieur, il faisait sombre et l'air était glacial. Le silence était total, seulement perturbé par le sifflement du vent à travers les fissures des murs. J'ai refermé derrière moi et j'ai avancé lentement, essayant d'ignorer le sentiment oppressant qui m'envahissait. J'étais seul, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé après mon arrivée. La tempête, dehors, était d'une rare violence, le tonnerre grondait au loin et les éclairs illuminaient brièvement l'intérieur de la maison. Malgré l'humidité et l'odeur de renfermé, j'ai trouvé un coin relativement sec dans ce qui semblait être l'ancienne salle à manger. Il ne restait que quelques meubles dévorés par le temps, une table bancale, une chaise brisée et un buffet dont les portes pendaient, à moitié arrachées. Je me suis assis sur le sol, adossé contre un mur, et j'ai attendu que la pluie se calme. Mais la fatigue a eu raison de moi, et malgré l'inconfort de ma position, mes paupières sont devenues lourdes. Je n'avais pas l'intention de dormir, pourtant, à un moment donné, le sommeil m'a pris. Ce sont les bruits qui m'ont réveillé. Un craquement. Tout d'abord, quelque part à l'étage. Assez léger pour être confondu avec les gémissements du vieux bois sous l'effet du vent, mais assez distinct pour me tirer de ma torpeur. Je suis resté immobile, les sens en alerte, essayant d'écouter au-delà du fracas de la pluie contre les fenêtres. Puis, un autre bruit. Plus fort, plus net. Des pas. Mon sang s'est glacé. J'ai retenu ma respiration, mon cœur battant à un rythme assourdissant dans ma poitrine. Il n'y avait personne ici. J'étais seul. J'avais fermé la porte derrière moi, et aucune autre issue n'était praticable. Les fenêtres étaient barricadées de l'extérieur. Et pourtant, j'entendais distinctement ces bruits au-dessus de moi. Des pas lents, lourds, comme si quelqu'un arpentait l'étage, se déplaçant d'une pièce à l'autre. Puis, une porte a claqué brutalement. J'ai sursauté, mon corps se raidissant sous l'effet de la peur. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas mon imagination. Quelqu'un, ou quelque chose, était avec moi dans cette maison. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication rationnelle à ce que je venais d'entendre. J'étais seul. Je devais l'être. Mais les bruits qui résonnaient à l'étage me démentaient, et je sentais un froid glacial envahir la pièce. Je me suis levé d'un coup, ma tête bourdonnant d'incertitude et de terreur. Il fallait que je vérifie, que je voie de mes propres yeux ce qui se passait. Je me suis précipité vers la fenêtre, espérant que la lumière des éclairs me permettrait de distinguer quelque chose. Dehors, la tempête battait son plein, les éclairs fendant l'obscurité comme des couteaux. Mais c'est alors que je les ai vus, des empreintes fraîches dans la boue. Mes yeux se sont fixés sur les marques laissées par des pas lourds, presque irréguliers, s'enfonçant dans le sol détrempé. Elles étaient clairement visibles, bien que la pluie battait la terre sans relâche. Elles partaient de la forêt, se dirigeant droit vers la maison. Je les suivis du regard, les suivant jusqu'à la porte d'entrée. Mais voilà le problème. Personne n'était entré avec moi. Je n'avais croisé personne en arrivant. Il n'y avait aucune autre trace autour de la maison, et la boue qui entourait le bâtiment ne permettait à personne d'entrer sans laisser de traces. J'avais bien vu la porte se refermer derrière moi, et je n'avais croisé personne en chemin.
Je me suis précipité dehors, les pieds plongés dans la boue, le cœur battant la chamade. La pluie frappait mon visage, mais je n'y prêtais aucune attention. Je cherchais des réponses. Et alors, je l'ai vu. Un léger mouvement près de l'arbre, dans l'ombre des haies. Un éclat de lumière m'a permis de distinguer une silhouette. Elle était là, juste à la lisière de la forêt, comme si elle m'observait. Quelque chose bougeait lentement dans la brume. Mais avant que je puisse réagir, un cri lointain, presque humain, m'a fait sursauter. Le sol sous mes pieds semblait se dérober, et j'ai couru, sans me retourner. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, fuir. La terre battue m'engluait les pieds à chaque pas, rendant ma fuite encore plus désespérée. Le vent hurlait autour de moi, emportant ma voix dans la nuit, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Je n'osais pas me retourner, même si je sentais cette présence toujours derrière moi, à quelques mètres à peine, me suivant dans la pénombre. Le cri que j'avais entendu résonnait encore dans mes oreilles, et chaque bruit de la tempête semblait amplifié, me rapprochant toujours plus de l'horreur. Je n'avais jamais ressenti une telle panique. J'étais à bout de souffle, mes jambes tremblaient, et pourtant je courais, aussi vite que mes pieds pouvaient me porter. La pluie frappait violemment mon visage, mes yeux étaient à peine ouverts à cause de l'eau qui m'aveuglait, mais je savais que je devais m'éloigner de cette maison. Au bout de ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai atteint la ferme. Le portail était devant moi, mais je ne m'arrêtais pas. Je voulais juste être loin, très loin de ce lieu maudit. Mais au moment où je suis arrivé près du portail, je me suis retourné une dernière fois, l'instinct me poussant à vérifier si j'étais vraiment seul. C'est là que je l'ai vu. Il se tenait sur le pas de la porte, juste sous l'auvent de la maison abandonnée. Une silhouette sombre, difficile à distinguer sous la pluie battante, mais je pouvais clairement apercevoir sa forme. Un homme, ou du moins ce qui ressemblait à un homme, à la posture rigide et immobile. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange dans l'obscurité, et bien que la distance soit grande, j'ai su, au fond de moi, qu'il me regardait. Je n'ai pas attendu. Sans réfléchir, j'ai franchi le portail en courant, me précipitant dans le chemin boueux, sans me soucier des conséquences. Le bruit de mes pas se mêlait au grondement du tonnerre, mais dans ma tête, il n'y avait qu'une seule pensée, m'éloigner, m'échapper, ne jamais revenir. Je ne suis pas retourné à cette maison, et je ne le ferai jamais. Mais quelque chose me dit que cet homme, ou ce qui en restait, ne me laissera jamais partir totalement. Quand j'étais enfant, la ferme de ma famille était un endroit où tout semblait prospérer. Les champs de maïs s'étendaient à perte de vue, les fruits poussaient en abondance, et même lors des étés les plus secs, nos terres restaient fertiles. Mes grands-parents disaient toujours que c'était grâce à quelqu'un qui veillait sur nous. Ma grand-mère, en particulier, répétait souvent cette phrase. La terre donne tant qu'on sait lui rendre. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait. Pour moi, c'était juste une manière poétique de parler de l'agriculture. Chaque année, à la veille des premières récoltes, elle préparait un plat de nourriture. Une fois la nuit tombée, elle sortait seule au milieu du champ et le déposait sur le sol. Au matin, l'assiette était toujours vide. Je me souviens avoir demandé à mon grand-père qui mangeait la nourriture. Il m'avait regardé d'un air grave avant de répondre « ce qui doit être nourri ». J'avais ri, pensant qu'il me racontait une histoire pour me faire peur. Peut-être un animal venait-il se servir durant la nuit? Avec le temps, j'ai arrêté de poser des questions. Cette offrande était une habitude, un rituel qui faisait partie de notre vie à la ferme, comme l'entretien des champs ou la traite des vaches. Je n'y voyais rien d'exceptionnel. Après tout, la ferme continuait de prospérer, et c'était tout ce qui comptait. Quand mes grands-parents sont morts, la ferme m'est revenue. J'y avais passé toute mon enfance, mais en tant qu'adulte, je la voyais différemment. Pour moi, il n'y avait rien de magique ou de surnaturel dans le fait que nos terres soient fertiles. C'était une question de travail acharné, de climat et de bonnes pratiques agricoles. Les rituels de ma grand-mère, juste des superstitions rurales sans importance. La première année après leur disparition, j'ai décidé de ne pas suivre la tradition. J'ai entretenu les champs comme d'habitude, vérifié l'irrigation, utilisé les engrais nécessaires. Quand le moment de la récolte est arrivé, tout semblait normal. Les épis de maïs étaient bien formés, les légumes mûrs, et les arbres fruitiers croulaient sous leurs branches chargées. J'ai ressenti une pointe de fierté. Preuve que la prospérité de la ferme n'avait jamais dépendu d'une offrande laissée en pleine nuit. Mais l'année suivante, tout a changé. Les premiers signes ont été subtils, des tiges plus fragiles, des feuilles jaunies plus tôt que d'habitude.
J'ai mis ça sur le compte d'un léger déséquilibre dans le sol, quelque chose que je pouvais corriger avec des ajustements. Mais au fil des semaines, la situation a empiré. Les légumes ont cessé de pousser, les fruits sont tombés avant de mûrir, et le maïs, autrefois haut et robuste, s'est mis à sécher sur pied. Même l'herbe autour de la ferme semblait perdre de sa vitalité, devenant plus terne, plus cassante sous mes pas. J'ai fait venir un expert en agriculture, qui n'a trouvé aucune raison évidente à ce déclin soudain. L'eau était suffisante, la terre n'avait subi aucune contamination. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Pourtant, chaque matin, en regardant mes champs mourants, une sensation étrange grandissait en moi. Comme si j'avais oublié quelque chose d'essentiel. Comme si j'avais rompu un équilibre fragile sans en mesurer les conséquences. Mais je refusais encore d'y croire. Cette nuit-là, quelque chose a frappé à ma porte. C'était un son lent, méthodique. 3 coups espacés, suivis d'un silence pesant. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant, tendant l'oreille dans l'obscurité. Peut-être le vent, mais il n'y avait pas une seule brise dehors. Tout était étrangement immobile. Un deuxième coup, exactement le même. 3 frappes, espacées, mesurées. Je me suis levé et j'ai traversé la maison sur la pointe des pieds, un étrange frisson courant le long de mon dos. J'ai hésité avant de regarder par la fenêtre qui donnait sur le porche. Il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Mais une chose était sûre, il n'y avait personne. Et pourtant, 3 nouveaux coups, cette fois plus forts. Un goût métallique a envahi ma bouche alors que mon corps se tendait instinctivement. Il n'y avait ni voix, ni appel. Juste cette attente silencieuse de l'autre côté de la porte. Quelqu'un ou quelque chose savait que j'étais là. Je me suis éloigné lentement, respirant avec difficulté. La maison était glaciale, l'air lourd, comme si une présence invisible remplissait l'espace autour de moi. J'ai repensé à ma grand-mère, à ses murmures chaque année avant de déposer l'offrande, et à mon grand-père, qui avait dit « le regard grave, ce qui doit être nourri ». J'ai compris, trop tard, que ce n'était pas de simples mots. Les coups ont continué, réguliers, patients. Ils ne demandaient pas l'entrée. Ils attendaient simplement que je comprenne. Mon esprit s'emballait, cherchant une explication rationnelle, mais une peur sourde s'insinuait en moi. Ce n'était pas un visiteur ordinaire. Il n'y avait ni pas sur le porche, ni ombre sous la lumière tremblante de la lune. Pourtant, je sentais quelque chose. Une présence, tapie juste derrière la porte, immobile, à l'écoute de ma respiration erratique. Mon regard s'est posé sur la cuisine, là où ma grand-mère préparait toujours l'offrande. Mon cœur s'est serré. Est-ce que tout cela était lié? Je suis allé chercher une assiette. Mes mains tremblaient alors que je la remplissais avec ce que j'avais sous la main. Du pain, un peu de viande, des légumes. Ce n'était pas un repas soigneusement préparé comme ceux de ma grand-mère, mais c'était une offrande. Je me suis dirigé vers la porte, chaque pas résonnant comme une alarme dans mon esprit. Je ne pouvais pas ouvrir. Je savais que je ne devais pas voir ce qui attendait de l'autre côté. Alors, lentement, j'ai déposé l'assiette devant la porte, avant de reculer. Les coups ont cessé immédiatement. Un silence absolu s'est installé. J'avais l'impression que l'air autour de moi se contractait, comme si une force invisible s'était figée dans l'attente d'un choix décisif. Puis, quelque chose a bougé dehors. Un bruit doux, presque imperceptible, comme des doigts effleurant le bois de la porte. Je n'ai pas osé respirer. Puis, au bout d'un instant, ce quelque chose est parti. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sursaut, le corps tendu, comme si mon sommeil avait été hanté par une présence invisible. Je suis resté immobile un instant, écoutant le silence pesant de la maison. Puis, lentement, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. L'assiette avait disparu. Pas seulement la nourriture, toute l'assiette. À la place, sur le sol poussiéreux du porche, il y avait quelque chose d'étrange. Une empreinte. Pas une empreinte humaine, ni animale. Une marque profonde, enfoncée dans la terre desséchée, avec des contours indistincts, presque organiques. Comme si une main gigantesque, aux doigts trop longs, avait pressé la surface du sol avant de disparaître. Je me suis reculé d'un pas, un frisson glacé parcourant ma colonne vertébrale. Ce jour-là, j'ai inspecté les champs. Et contre toute logique, la terre semblait plus riche. Là-haut, la veille encore, tout était sec et stérile, de nouvelles pousses avaient émergé. La récolte qui s'annonçait était meilleure que jamais. J'aurais dû être soulagé. Mais je ne l'étais pas. Ce n'était pas un simple rituel.
Ce n'était pas un geste vide de sens. C'était un pacte, un contrat silencieux que mes grands-parents avaient respecté toute leur vie et que j'avais failli briser. Quand la nuit est tombée, je suis resté éveillé longtemps, écoutant le silence au-delà des champs. Je savais qu'il reviendrait l'année prochaine. Et cette fois, je ne ferai pas l'erreur d'oublier.